l'as super bien exprimé. En fait, c'est vraiment ça. C'est en fait quand tu sais ce que tu as envie de créer et tu sais comment faire en sorte que ça existe. Je pense que c'est vraiment la puissance de ce trait de personnalité-là. Quand même resté dans le domaine de la médecine parce que papa était médecin. Comment il a réagi quand tu as eu ton acte de rébellion? On s'est pas parlé pendant presque un peu plus d'1 an, tu vois. Salut Audrey, bienvenue sur cette interview. Comment tu vas? Merci beaucoup Joanne. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui. Bon, bah top. Alors Audrey, je t'ai invitée aujourd'hui pour ce nouveau format que j'inaugure. Tu es la deuxième invitée pour le format Femmes d'Impact. Femmes d'Impact, c'est un podcast que j'ai décidé de créer pour partager le parcours de femmes qui ont osé. Parce que ces femmes, forcément, quand elles osent, elles impactent dans leur propre vie, elles ont des changements dans leur propre vie et forcément, la conséquence, c'est qu'il y a des changements également tout autour d'elles, dans l'entourage, la famille, les proches, les gens qu'on aime, le chéri ou que sais-je, les collaborateurs, les clients. Et ça, c'est ce qui fait changer les choses, c'est ce qui fait bouger les lignes et c'est ce que j'ai envie de partager dans ce nouveau format. Donc Audrey, bienvenue. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de toi, Audrey, de Comme une boss, compte Instagram Comme une boss. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours, qui tu es? En quelques mots, ça va être long. Ça commence avec un gros challenge. Je peux peut-être déjà partager un peu le point de départ en gros de tout ça. Bien sûr. Moi, j'ai lancé un peu cette aventure entrepreneuriale digitale en 2021. C'était en fin de Covid. Moi, j'étais kiné à l'époque et en gros, pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps et j'ai utilisé ce temps comme tout le monde pour voilà, faire du pain. J'ai cru comprendre. J'ai fait du pain, j'ai fait beaucoup de cuisine, j'ai fait du dessin, j'ai testé plein de choses, mais aussi je me suis intéressée un peu à ce qui se passait sur le monde un peu digital, etc. J'ai vraiment tout découvert à ce moment-là. Je savais pas du tout que ça existait. Alors que bon, tu vois, l'infoprenariat, ça faisait quand même déjà quelques années, mais moi, j'ai vraiment tout découvert à ce moment-là. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais, je pense que comme beaucoup de gens, je me suis vraiment plongée dedans. Et en fait, quand est venu le moment de reprendre le cabinet, parce que du coup, on réouvrait un peu doucement, ben, je sentais que j'avais toute une partie de moi qui était vraiment tirée un petit peu à aller ailleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé en fait à créer une activité un peu parallèle de ce que je faisais. Donc, au début, je me suis juste dit que ce que j'avais compris de la création de contenu, ce qui m'intéressait, j'allais simplement le partager. C'est comme ça un peu que ça a démarré. Puis au fur et à mesure, mon expertise s'est construite. Je me suis aussi formée, tout ça. Et aujourd'hui, donc là, je te fais une avance rapide. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai un podcast déjà qui s'appelle Ambition Digitale. Et puis, je suis aussi formatrice consultante dans tout ce qui est stratégie de croissance et de vente sur les réseaux sociaux avec la spécificité d'Instagram. Voilà. D'accord. Donc, une créatrice de contenu qui est devenue donc une experte en la matière pour conseiller d'autres personnes qui commercialisent une activité pour faire grandir pour croître tout simplement, c'est ça? En fait, je me suis jamais, j'ai pas vraiment eu l'impression de démarrer en tant que créatrice de contenu, même si j'ai toujours créé du contenu. En fait, un petit peu avant l'épisode Covid et tout ça, moi j'avais une asso qui faisait des événements de danse. Et en fait, j'avais découvert le fait de créer une communauté, le fait de donner envie à quelqu'un de se bouger, tu sais, de changer, de venir, de prendre quelque chose, de payer et d'aller jusqu'à un événement via les réseaux sociaux. Mais en fait, moi, tout ça, en fait, j'avais pas encore compris que, en fait, c'est des stratégies, etc. Puis moi, je le faisais, en fait, de façon assez instinctive. Et après, quand je commençais à plonger dedans en 2021, tu vois, je me suis rendu compte que pour beaucoup, il y avait un gap, justement, entre j'ai un projet, j'ai un super projet ou j'ai un super produit. J'aimerais que les gens viennent ou achètent ou consomment ce que je fais ou achètent mon produit. Et en fait, j'ai pas forcément moi ni les codes des réseaux sociaux, ni la compréhension de comment je peux le faire de façon fluide. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, ce qui pour moi était assez instinctif au début, que j'ai d'abord testé avec mon asso, et en me formant, j'ai compris qu'en fait, il y avait des termes derrière tout ça, il y avait des stratégies derrière tout ça.
bah, c'est quelque chose que je peux partager. Donc, j'ai pas commencé en tant que créatrice de contenu. D'accord. Au début, je créais du contenu pour partager ce que j'avais découvert autour de ça et ce que j'avais déjà testé, quoi. Ok. Voilà. Ok. Génial. Alors, il y a deux petites choses qui m'ont interpellée. La première, c'est que tu as découvert tout cet univers de l'entrepreneuriat digital pendant le Covid. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu as découvert ce monde-là? C'était quoi le déclic? Comment tu as découvert? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En soi, je pense que j'ai été happée d'abord par des contenus un peu plus dev perso et tout ça. Je me rappelle que je m'étais abonnée au compte Boss Babe, tu vois, à l'époque et tout, qui postait beaucoup de petites citations, des petits trucs, etc. Tu vois, des petites touches d'inspiration et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, ils proposaient pas que ça. Il y avait aussi des formations. Donc après, je suis allée regarder. J'ai compris qu'en fait, il y avait des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que moi, en fait, je savais pas que ça existait, tu vois. Donc en fait, c'est un peu comme ça, tu vois, genre de fil en aiguille. En fait, je suis arrivée à comprendre un peu comment ça fonctionnait et après à me dire peut-être que je suis capable de faire la même chose, tu vois. D'accord. Et voilà, c'est un peu comme ça que c'est né, quoi. C'est bien, ça emmène la transition sur mon autre question sur le peut-être que je suis capable de faire ça aussi. C'est punaise, Audrey, t'étais kiné, c'est prestigieux comme métier. Ouais. C'est super prestigieux. En plus, j'ai entendu dans ton podcast le titre de tes diplômes. C'est quand même, j'arriverai même pas à les reprononcer. Alors comme ça, c'est plié. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment on passe de kiné, un métier quand même prestigieux pour lequel on fait des études et tout, on a son cabinet, tout ça, à entrepreneuse nomade digitale, parce que c'est quelque chose qui te plaît aussi, ça on en parlera. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est super intéressant. Tu sais, souvent, on a souvent un peu des storytelling qui démarrent parce qu'on a un déclic qu'on n'est pas bien tu sais, dans ce qu'on fait ou on se sent pas forcément nourri, etc. dans ce qu'on fait. Moi, tu vois, c'était un peu plus mitigé que ça comme émotion, comme déclic. Tu vois, c'était un peu plus flou comme déclic dans le sens où, en gros, comme tu dis, kiné, c'est un métier prestigieux. En tout cas, c'est socialement, tu vois, ça passe très bien. Je gagnais déjà bien ma vie. En plus, j'étais en libéral. J'étais dans un groupe, dans un cabinet de groupe tout se passait très bien. J'avais des super collègues et tout. Donc, je dirais que sur le papier, franchement, tout était bon. J'étais pas, moi, mal. C'est juste que j'ai eu l'impression que cette forme-là d'entrepreneuriat, parce que kiné libéral, c'est déjà, voilà, une forme aussi t'es déjà indépendant, mais c'est pas exactement la même chose, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, cette forme-là d'entrepreneuriat, elle allait peut-être pouvoir couvrir beaucoup plus de ce que moi j'avais envie de vivre et d'expérimenter en fait. D'accord. Et c'est pas parce que j'étais mal que j'ai eu envie de changer, c'est parce que je me suis sentie capable de vivre des choses différentes et de peut-être exprimer un peu plus mon potentiel sur ces choses-là, toute une part de créativité que j'avais pas forcément aussi dans mon métier. Et c'est plus en fait ça qui m'a donné envie au fur et à mesure de basculer en fait. Ok. Je vais te poser une question parce que c'est une question je l'avais déjà traitée dans une autre interview et c'est juste pour savoir si toi tu es concernée par ça. Moi j'ai une cliente qui était quand même vétérinaire. Elle était vétérinaire depuis 20 ans. Et un jour, gros cabinet et tout, dont elle était une associée principale, un jour elle décide de mettre un gros coup de pied dans le truc et elle nous rejoint donc pour se former au closing. Et quand je l'ai eu en coaching, en one-to-one, et qu'elle m'a raconté son histoire, pour moi, vétérinaire, c'est waouh, tu vois, toutes les petites filles rêvent d'être vétérinaires quand elles sont petites. Et je lui dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on switch? Et elle m'a fait, mais en fait, c'est quoi, je suis vétérinaire, mais j'aime même pas les animaux. Je suis devenue vétérinaire pour faire plaisir à mes parents. Est-ce que toi, ça vient d'un conditionnement ou d'une orientation liée à l'éducation, à la société, ou que sais-je en fait, où on a pris une voie peut-être pour faire plaisir ou pour cocher des cases. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça... Ouais. En fait, moi quand j'étais assez jeune, je me rends compte que j'étais plus intéressée par tout ce que je fais aujourd'hui que mon ancien métier. Après, je pense que j'avais un peu ce syndrome de la bonne élève et la gentille fille. J'avais un peu les deux, le mix, tu vois. Je faisais un petit combo.
le petit, le petit combo, tu vois, qui fait que parfois tu t'oublies un peu, tu vois, dans ce que tu veux vraiment. Ouais. Et je pense que jusqu'à un certain stade, bah, je me nourrissais peut-être de juste cocher les cases, en fait. Tu sais, genre l'étape suivante, ok, t'es au collège, tu passes au lycée, tu vas au lycée, tu passes le bac, tu vas à la fac, t'essaies d'avoir ton diplôme et tout. J'avais déjà un peu fait un mini acte de rébellion dans le sens où moi, j'ai un père qui est médecin et qui voulait à tout prix que sa fille soit médecin. Et moi, en fait, quand j'ai fait ma première année, donc j'avais pas eu le concours la première fois. Et en fait, quand on se réinscrit, on peut aussi décider de voir si on se réinscrit pour médecine ou si on se réinscrit pour un parcours paramédical. Et là, je lui avais déjà dit, écoute, honnêtement, ça m'enchante pas trop de faire 7 à 10 ans là sur cette voie-là. Et la kiné, ça me parle beaucoup plus. Donc, il y a un côté un peu... voilà, il y a une forme d'indépendance que j'aime bien, c'est assez dynamique et tout. Donc, je sais pas, je me retrouve plus là-dessus. Donc, c'était déjà la première fois que j'exprimais un peu ce que je voulais plus. Et ça m'avait déjà aidé à me sentir déjà un peu plus épanouie dans mes études. C'est juste que, en fait, j'avais toujours des activités à côté qui m'épanouissaient beaucoup plus que mon activité principale. Et à un moment, je me suis dit, ben, pourquoi en fait, pourquoi ce serait forcément, ouais, pourquoi j'aurais pas les deux et pourquoi surtout je me dirais pas, ok, c'est pas si futile que ça en fait. Si c'est ce qui m'intéresse, si c'est des choses qui me passionnent, tu vois, tout ce qui va être le fait d'être créatif et tout ça, j'ai besoin de ça en fait, vraiment de chercher des idées, enfin voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je pense que j'ai assez donné. J'ai tout respecté, j'ai tout coché pour l'instant. Bon, après, pas tout, hein, on va dire, j'aurais pu me marier, avoir les enfants aussi, tu vois, genre faire vraiment tout parfait. Mais je pense que pour moi, c'était bon. J'avais respecté mon contrat, c'était le moment que je m'écoute un peu plus, ouais. D'accord. Donc, tu vois, les mots que tu utilises me font dire que quand même, il y avait, parce que c'est des mots forts, j'ai respecté le contrat, j'ai coché les cases. Là, tu dis que tu veux faire plaisir à papa. Donc, tu es quand même resté dans le domaine de la médecine parce que papa était médecin. D'ailleurs, comment il a réagi quand tu as eu ton acte, j'aime bien comment tu dis ça, acte de rébellion, et que t'es pas allé en médecine, mais que t'es plutôt allé en kiné? On s'est pas parlé pendant presque un peu plus d'1 an, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, ouais, pour lui, c'était dur. Et en fait, ça m'avait fait, enfin, en même temps, tu vois, pour moi, ça me paraissait pas grand chose, tu sais, comme juste redirection, tu vois. Pour moi, c'était juste genre, ok, tu vois, c'est pas exactement ce que tu voulais, mais bon, quand même, je suis quand même sympa dans la négociation, tu vois. Mais pour lui, c'était déjà trop. Ok, t'avais quand même laissé la marge d'acceptation, mais bon, c'était trop. Ouais, T'étais déjà trop encaissé pour lui. Ouais. Et du coup, alors l'autre question. Et ta mère dans tout ça, ça allait? Ma mère, en fait, elle a toujours été un peu détachée de ça. Je sais pas si c'est parce que ma mère était aide-soignante et, et je pense que elle, ce qui l'importait, c'était plus qu'on soit heureux, je pense. Ouais. Donc, elle a jamais trop associé ou donné beaucoup d'importance au statut, tu vois, et genre juste à cocher les cases, justement, comme je disais juste avant. Mon père, un peu plus. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu leur annonces que là, tu quittes carrément le corps médical et l'activité et le prestige de ce métier? Finalement, tu avais quand même laissé une marge de négociation pour dire, bon, je fais autre chose. Je coche quand même vos cases à demi, mais et là, tout d'un coup, tu les décoches pour aller dans un autre univers, l'entrepreneuriat déjà de 1. Est-ce que même si on est à son compte, quand on est en libéral, docteur ou kiné, etc., ça reste quand même, comme tu l'as dit, très différent. Oui, c'est différent. Ouais, très différent. On est indépendant, mais c'est complètement différent. Pour aller déjà de 1 dans l'entrepreneuriat et de 2 dans l'entrepreneuriat du 21e siècle, l'entrepreneuriat digital, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la guerre mondiale ou tout va bien? En fait, non, parce que j'ai découvert qu'en fait, il y avait une autre façon de faire aussi, c'était de ne pas demander l'autorisation. Bravo. Donc en fait, j'ai juste fait. En fait, j'ai juste continué à avancer, j'ai juste développé mon activité. Et à un moment, en fait, j'ai juste dit, ok, ben là, dans quelques mois, je ferai plus kiné. Et en fait, je pense que le fait d'avoir, je pense que ça devait se sentir qu'il n'y avait pas vraiment de négociation possible là dans la décision. Donc ils ont pas trop, ils ont pas pas dit plus grand que chose. ça. Ouais, non. Ok. Ouais, De toute façon, je pense que face à la détermination de la première décision
Puis après, les parents, ils connaissent leurs enfants. Hein. Ils vont dire, celle-là, on sait de quel bois elle est faite. On va pas aller chercher trop. Quand tu étais dans ton activité de kiné et qu'il a fallu y retourner au cabinet, enfin bref, tu as constaté que t'étais pas malheureuse, tu avais même une très belle situation, mais finalement, t'étais pas épanouie. T'étais même limite en pilote automatique, il me semble. C'est une expression que je crois que j'ai entendue dans un de tes podcasts. Ouais, je pense que j'étais un peu comme ça dans le sens où, en gros, je me posais pas trop de questions et en fait, j'avais un peu intériorisé que, en gros, tu avais le travail dans lequel j'avais déjà créé pas mal de confort. Hein. Enfin, j'avais déjà, à la base, j'étais salariée, donc j'étais dans un grand centre de rééducation. Et puis j'ai quitté ça pour faire du libéral et pour avoir justement plus de liberté à ce moment-là déjà et choisir un peu plus le cadre dans lequel j'allais travailler. Puis j'ai compris qu'en fait c'était pas le problème, c'était pas ça. Et puis je dis souvent en blague que au début je pensais que c'était juste que j'étais pas du matin, donc c'était pour ça que j'en avais marre d'aller bosser le matin en tant que salarié et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais au cabinet? Je commence mes journées à 13-14 heures. Tu vois, je fais plutôt le soir et tout, 13-14 heures. Puis quand j'avais aussi la flemme de démarrer à 14 heures, je me suis dit, OK, bon, va falloir faire quelque chose. Ben oui, c'est clair. Et justement, comment est-ce qu'on vit cette sensation de plus être à sa place et se dire, oh là là, bon, ben, finalement, quoi que j'essaye, il y a le confort, il y a plein de cases qui sont cochées, il y a des moyens financiers, il y a un beau métier, il y a un beau réseau, des super collègues, des super patients, mais toujours pas, quoi. La flamme, elle est toujours pas allumée. Quand on réalise ça, qu'on n'est pas à sa place alors que tout paraît au top de l'extérieur, comment on le vit et comment on crée le switch? En fait, au début, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était plus dur pour moi d'annoncer à mes collègues que j'allais partir. Parce que je me disais, bon, bah, du coup, ça va être un peu un chamboulement pour eux. Ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre. Ils vont devoir réorganiser un peu le système et tout ça. Ça avait été un peu long pour moi. Tu vois, j'avais vachement procrastiné l'annonce et tout ça. Ok. Après, moi, je pense que à ce moment-là, c'était assez clair. Ça commençait à devenir beaucoup plus clair de qui j'avais envie d'être et comment j'avais envie de vivre un peu les choses et les expériences que j'avais envie de vivre. Ça devenait de plus en plus clair, en fait. Donc, c'était pas très dur, je m'en voulais pas. Je sais que parfois ça arrive, tu sais, de sentir un peu, de se dire: «Mais attends, mais qu'est-ce qui cloche chez moi en fait? Pourquoi, je suis déjà privilégiée», parce que c'est vrai, sur le papier, je suis déjà largement privilégiée. Tu vois, tu as des gens qui auraient, «rêvé» entre guillemets d'avoir, cette vie-là. Pourquoi, ça me suffit pas? Mais je le vivais pas comme ça parce que j'avais compris que, bah, c'était juste une question d'épanouissement, personnel en fait. Ouais, je comprends. Et tu sais, c'est drôle parce que nos parcours sont radicalement différents. Moi, je te l'ai dit, hein, j'ai pas fait d'études. J'ai été maman au foyer toute ma vie, mais j'ai eu une vie très privilégiée en tant que femme au foyer. Parce que mon mari était chef d'entreprise, donc forcément, j'étais vernie, on va pas dire les choses autrement. Et concrètement, quand j'ai annoncé aux copines, voilà, je veux devenir une femme indépendante, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat digital en plus. Ouais, je me suis essuyé beaucoup de choses qui font que je me suis posé la question. À ce moment-là, moi, je me suis pas posé la question, contrairement à toi, en mode mais est-ce que je suis normale? Parce qu'en fait, j'ai déjà tout pour être heureuse, donc c'est quoi mon délire? Mais c'est face aux critiques des autres. Moi, du coup, tu vois, quand les gens commencent à me dire mais t'es folle, mais t'as un pet au casque, attends, t'as tout ce qu'il te faut. Les gens, ils rêveraient d'avoir ta vie et puis toi, tu veux aller bosser, tu vois. Enfin, c'est quoi ton délire? Mais je crois que personne comprenait en fait cet appel intérieur. Déjà, moi, mes enfants, ils partaient, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me sentir vivre autrement qu'en tant que maman. Et puis, dans toutes ces conscientisations, j'avais compris aussi que, punaise, l'indépendance financière, c'est vital. En plus, voilà, quand tu as évolué dans un cadre confortable, je te dis, mais demain matin, il se passe quelque chose, mon mari, il fait faillite, ou il me quitte, ou je deviens veuve, ou que sais-je, j'en sais pas de quoi demain il fait, mais je fais quoi de ma vie, en fait? Je fais quoi de ma vie? C'est terrible. Et je pensais aussi à l'avenir de mes enfants, tu vois, je voulais vraiment me dire, il faut absolument que je sois capable de me retourner s'il se passe quelque chose, en fait. Et en plus, j'étais vraiment en mode allumé. Mais tu te prends des vagues, alors je sais pas pour toi, mais moi, je me suis pris des vagues de
contestation, de critique. Alors tu sais, j'avais le fantasme de mes copines, elles vont me trouver formidable, elles vont se dire waouh, Joanne, quelle bonne nouvelle, on te soutient trop. Et pas du tout, je me suis fait traiter de tarée, de cocu, de tout ce que tu veux. T'as eu ça ou pas? En fait, moi, je pense que, par exemple, mes collègues avaient du mal à comprendre. Et puis en plus, tu sais, c'est les nouveaux métiers aussi, tu vois. Donc, ça fait peur. Pour les gens, c'est ultra abstrait. Ils comprennent pas trop ce que tu vas faire. Ils se disent, tu vas faire quoi? Tu vas être influenceuse? J'ai pas trop compris. Tu vois, genre, ils se posaient pas mal de questions. Mais franchement, je pense que j'avais vraiment tellement mûri ma décision à ce moment-là que c'était, enfin, je suis rarement en mode bulldozer, mais là, je pense que j'étais en mode un peu bulldozer. Tu vois, c'était difficile de m'arrêter là-dessus parce que c'était comme si j'avais pris un engagement avec moi-même et que là, j'étais vraiment déterminée à aller au bout, en fait. Je comprends. L'effet bulldozer, je l'ai vécu aussi. Quand au bout d'un moment, t'en as tellement marre d'essuyer les critiques et mais c'est un effet de mode, fais attention, c'est éphémère, tout ça, etc. Je me souviens, je dînais au restaurant avec des amis et le monsieur est courtier en assurance. Donc, métier hyper traditionnel, évidemment. Et quand assurance, en plus, ils adorent le risque. Oui, c'est ça. Adam, si tu nous écoutes, sache que je te respecte énormément et que je t'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce soir-là, il m'a particulièrement énervée. Il le sait parce qu'on en a pas mal discuté. Et en fait, on était à table et à un moment donné, tu vois, je lui parle de mon activité avec passion et engouement et tout, parce qu'en plus, pour moi, ça a démarré assez fort. Donc, je suis très fière, en fait, de partager mes résultats, parler de ce nouvel environnement, le milieu digital, les infopreneurs, les séminaires, les webinaires et tout ça. Donc, en plus, t'as l'impression d'être comment te dire? Tu es une élève de Poudlard, tu parles à des moldus. Ils comprennent pas ce que tu dis. Et ça, à chaque fois, t'expliques de nouveaux mots, etc. Ah, d'accord. Et tu sais, à la fin, il me fait, oui, bon, bah, sois prudente quand même, parce que tout ça, ça reste très éphémère. Rien ne vaut enfin, tu vois, vrai métier et tout. Et je l'ai regardé, ça m'a mis une claque parce que j'étais tellement heureuse de partager ça à ses amis et j'avais l'impression comme si qu'on me remettait à ma place. Je l'ai vécu comme ça. C'est pas forcément lui, je pense qu'il le faisait plus par inquiétude pour une bonne amie. Voilà. Et là, j'ai été en mode bulldozer. J'ai été assez désagréable. Mon mari, en rentrant, il m'a dit, t'as pas été cool. Franchement, il était pas désagréable. Il voulait juste, mais je pense que t'en as marre à un moment d'essuyer ça. Et t'as vraiment envie de montrer ce que tu fais. Tu vois, moi, c'est comme si, quand on me disait ces choses-là, et c'est d'ailleurs l'allusion que j'utilisais pour recadrer les gens après, c'est quand on a découvert l'imprimerie, c'est comme si que tu disais aux gens, oh bah ça va être un effet de mode, ou la voiture, ouais bah ça va être un effet de mode, bientôt ça n'existera plus. Donc évidemment, Internet, le marketing digital, l'entrepreneuriat digital, pour moi ça peut pas être qu'un effet de mode, c'est une évolution en fait de notre mode de consommation, de société, de vente, etc. Et ouais, je suis bien contente d'avoir joué les bulldozers en tout cas et d'avoir pris mon petit bout de place à moi. Ok, donc toi aussi t'as vécu ces choses-là et t'es passé en mode bulldozer. Est-ce que ça correspond à ta personnalité, le mode bulldozer, ou est-ce que t'as dû te faire violence en fait pour t'affirmer, t'imposer? En fait, oui, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Moi, souvent, je m'impose pas forcément par force, tu vois, ou par en tapant du poing sur la table, tu vois, mais plus par vraiment ultra détermination et tu vois vraiment clarté de là où j'ai envie d'aller. S'il y en a qui nous écoutent qui sont sensibles à tout ce qui est human design, etc., je sais pas. Mais je fais une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent. En gros, moi, je suis manifestor en human design et pour le coup, c'est vraiment un peu le type très assez indépendant justement qui a juste besoin d'avoir sa vision et d'y aller. Le seul risque de ça, c'est que parfois on y va tout droit, puis on a informé, on a parlé à personne, et du coup les gens comprennent pas trop où est-ce qu'on va et tout. Donc il faut aussi pouvoir informer aussi, notamment les gens qui sont censés venir un peu avec nous, de vers où on va. Donc en fait non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de ma personnalité, mais que j'exprimais pas assez avant en fait, je pense. Ok. Ouais. Je comprends mieux pourquoi j'ai matché avec ton profil. Je suis aussi manifestor, enchantée. Ah, voilà. Ok. Très bien. D'où le mode bulldozer. Oui, non, mais c'est clair. Je pense que
Je n'irai pas jusqu'à dire que je fonce tête baissée, mais je pense que quand je sais ce que je veux et que je veux le créer, que ça vibre suffisamment fort en moi, Ouais. je sais déployer ce qu'il faut et faire comprendre aux gens que rien ne m'arrêtera en fait. Ouais. Voilà, ça je pense que c'est important. Et après, tu l'as super bien exprimé, hein. Tu l'as super bien exprimé. En fait, c'est vraiment ça. C'est en fait quand tu sais ce que tu as envie de créer et tu sais comment faire en sorte que ça existe, en fait. C'est Je ça. pense que c'est vraiment la puissance de ce trait de personnalité-là. C'est que quasiment parfois, ça peut prendre un peu plus de temps parce que parfois, ce qu'on veut construire ou ce qu'on a dans la tête, c'est assez grand ou ça demande un peu de ressources. Ça nous paraît super simple. Et puis après, quand on est en train de le déployer, on réalise qu'il y a des challenges quand même. Hein. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Ouais, tu l'as super bien décrit. Ok, super. Et du coup, alors, comment ça s'est passé cette transition et cette arrivée dans le monde digital c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on va pas se mentir. Quand on débarque dans cet univers, on a vraiment l'impression d'être une moldue qui arrive à l'école des sorciers de Harry Potter. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Je dirais que finalement, j'ai assez bien profité. Tu sais, quand tu découvres quelque chose, tu connais pas encore tout, tu vois, tu as un peu cet optimisme parce que tu connais pas trop et que tu sais pas encore la difficulté de ce qui va peut-être arriver après. En vrai, je pense que j'en ai pas mal profité de cette émotion-là et de cette énergie-là pour tester plein de choses, pour faire et pour sans trop réfléchir. Moi, quand j'ai commencé, vraiment, j'étais pas du tout encore dans cette logique de très business. Est-ce que j'ai des concurrents qui fait des offres? Enfin, tu vois, j'étais vraiment juste, je teste des choses. Je suis là, j'arrive et je suis trop contente d'avoir l'opportunité de le faire et de pouvoir exprimer toutes ces choses-là. Donc, j'étais un peu, tu vois, genre les yeux un peu, tu vois, émerveillés et juste avoir envie de le faire. Et après moi, ce qui a été plus difficile pour moi, c'est quand il a fallu que je comprenne aussi que, ok, tu as des facilités sur des choses, et puis maintenant, tu arrives ça y est, tu commences à aller taper sur tes plateformes verts, là, tu commences à voir que là, il va falloir autre chose. Et là, du coup, c'est là que le vrai jeu commence. C'est ça, Voilà. c'est ce que je dis souvent, mais au fond, est-ce qu'il faut en avoir peur de ce vrai jeu qui commence? Non, parce que moi, c'est pour ça que j'appelle ça jeu. Je pense que c'est pour moi, en tout cas, vraiment un jeu. Et je le vois vraiment comme ça aussi, tu vois, je le vois un peu comme des niveaux. Et puis, j'imagine toujours, tu sais, un peu comme les Sims, là, avec leurs barres, leurs trucs comme ça, là. Mais c'est un peu ça, tu vois, dans ma tête, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu deux versants. Tu sais, quel que soit le niveau que tu veux atteindre, le prochain niveau pour toi, tu as vraiment toute une partie compétences, tu as des choses que tu dois comprendre, mieux apprendre ou savoir faire, etc. Et pour moi, il y a toute une partie mindset, des blocages, des choses comme ça. Parfois, c'est pour un niveau, c'est plus l'un que l'autre. Parfois, c'est les deux. Souvent, quand tu débutes, c'est beaucoup déjà juste de la compétence. Tu as besoin déjà de comprendre les choses et tout. Puis après, tu te rends compte que ça y est, t'as compris. Ouais. Mais ça bloque. Donc là, c'est là qu'il faut aller voir, faut aller voir où ça bloque ailleurs, quoi. C'est ce que j'explique très souvent lors de mes webinaires, mes masterclass, c'est que c'est pas parce que tu as eu une conscientisation et que tu te réalises que tu n'es plus à ta place et que tu mets des choses en place pour changer de vie, pour reprendre le contrôle de ta vie, peu importe, pour avoir une liberté financière ou peu importe en fait. C'est pas parce que tout d'un coup tu l'as décidé que tu es catapulté au monde des bisounours, qu'on soit bien d'accord. Au contraire, tu es pris d'un optimisme dévorant, certes, d'une addiction à l'apprentissage de folie. Moi, je sais que j'ai tellement investi dans des formations et des accompagnements. À un moment, mon mari m'a dit, mais on aurait presque pu acheter un appart à ce compte-là. Ouais, mais je sais pas si ça aurait été aussi rentable. Voilà, donc d'où la nécessité de croire en soi et d'investir en soi. Mais du coup, c'est vrai que c'est aussi là que les vrais problèmes commencent. Ouais. Parce qu'ensuite, on est confronté à tous nos plafonds de verre, à ces croyances limitantes, aux conditionnements qui soient culturels, éducation, sociétaux, etc. Et là, et puis à nous-mêmes, aux barrières qu'on se met. L'auto-sabotage, là, c'est un truc de dingue, en fait. Et si tu te fais pas accompagner ou si tu lis pas des bouquins, si tu suis pas des gens inspirants pour t'aider à dépasser tout ça, c'est vrai que c'est relativement difficile.
Et je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent. Donc, je suis très contente d'avoir une homologue qui inspire et qui montre son parcours et qui vous témoigne encore une fois, parce que je le dis souvent, mais j'ai l'impression qu'on ne me croit pas toujours. Que c'est pas parce qu'on a décidé que tout devient facile et que vous avez un boulevard. Hein. Il y a plein de petits gros cailloux sur le chemin, des blocs même des fois. Mais faut les exploser et puis faut y aller. Et du coup, on va parler d'un autre blocage. Alors, quand j'ai écouté ton podcast, bon, moi j'en avais déjà écouté pas mal de toi avant qu'on se contacte pour faire cette interview. Et dans le tout premier, tu parles de la peur de la salle vide quand tu faisais les événements avec ton asso pour la danse. Et ton truc, c'était de flipper à te dire, bon, si la salle est vide, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour amener cette question-là. Alors, désolée, ma transition est peut-être space, mais tu pars quand même d'un métier. Comment ça s'est passé la transition pour toi d'un métier où ça fonctionne bien financièrement? Tu quittes tout pour un nouveau métier où tu sais pas. Est-ce que tu avais déjà commencé à ton activité et à avoir des résultats avant de quitter le métier de kiné? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, quitter un truc avec un confort financier pour l'entrepreneuriat, il faut quand même payer les factures et tout derrière. Tu avais quand même déjà démarré dans la vie, donc j'imagine les charges et tout ça. Comment tu as fait à ce niveau-là? J'ai fait une transition au début. En fait, j'ai commencé à lancer les petites, je pense que je devais avoir peut-être au moins une offre au moment où j'étais en train de faire la transition entre kiné et mon activité d'aujourd'hui, quoi. J'ai quand même commencé à vendre. J'avais déjà commencé à vendre des choses. J'avais commencé à avoir des signes qu'il y avait une demande pour ce que je proposais, tu vois. Et à partir de là, en fait, j'aurais pu largement attendre plus pour être sûre, tu vois, genre pour me dire voilà, là c'est bon, je suis sûre que tout est ok et tout ça. Mais on l'a compris, ça fait pas partie de ton tempérament. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je pense que j'avais pas besoin de plus d'éléments pour savoir que j'y allais, en fait. Voilà. Puis après, je pense aussi que de toute façon, je me suis toujours dit que rien n'est perdu, en fait. C'est tout ce que j'ai appris, que ce soit pendant mes formations, enfin ma formation précédente, tu vois, paramédicale et tout ça, ou même ce que j'apprends aujourd'hui, tu vois. Une question qu'on me pose souvent, c'est ok, t'as une grosse partie de ta clientèle qui vient d'Instagram. Si Instagram aujourd'hui s'arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout une question qui me fait peur. Je comprends que pour certains profils, ça soit quelque chose qui fasse peur. Moi, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai bien compris que derrière le fait de savoir créer une communauté, par exemple sur Instagram, derrière le fait de vendre une offre via Instagram, il y a des compétences derrière qui seront toujours utiles pour moi plus tard. Je sais pas sous quelle forme elles vont me servir, mais elles me serviront quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, pour moi, c'était un peu ça, en fait. Quand j'ai démarré, je savais que je quittais quelque chose de très stable pour quelque chose de moins stable, mais je savais aussi que les choses qui m'avaient aidé aussi à traverser, tu vois, moi, quand j'étais jeune étudiante, je visais le plus gros centre de rééducation de ma région. Bah, j'ai eu, en sortant de mon diplôme, un poste dans le plus gros centre de rééducation, alors qu'on aurait pu se dire, ouais, mais non, mais t'as pas d'expérience quand tu démarres. Voilà. Manifestant. Voilà. On y revient. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me dire, comme je me fais confiance dans le fait que je vais mettre en place les choses pour y arriver, et que en cas de redirection, parce que parfois on a des redirections, parfois ça marche pas comme on voudrait, parfois on contrôle pas tout, bien sûr. Ben, je vais juste essayer de faire en sorte de gérer la redirection et voilà quoi. Je le vois un peu plus comme ça maintenant, tu vois. Ok, donc il y a pas eu de peur du manque finalement. Non, pas sur ça. J'ai vraiment pas eu peur de ça. J'ai pas eu peur de ça. Et puis après aussi, j'avais quand même des signes que ça démarrait bien. Ouais, donc ça m'a aidé aussi. Mais j'ai pas eu peur de ça, non. Est-ce que tu peux, si tu es OK par les chiffres, est-ce que tu peux nous dire, alors pas forcément parler de tes résultats, mais par exemple les offres que tu as commencé à vendre, c'était des offres sur quelle gamme de prix? En fait, moi, c'est surtout pour inspirer l'audience et qu'elle comprenne que d'où est-ce qu'on peut démarrer aussi pour avoir des résultats, quoi.
Ouais, je pense que ma première offre, et c'est marrant parce que une de mes premières clientes, j'ai eu deux retours de mes premières clientes. La première, elle m'avait dit, en fait, quand tu m'as donné le tarif de ton offre, c'est une offre one-one, je me rappelle plus combien il y avait de séances et tout ça, mais en gros, c'est une offre one-one sur Instagram. Elle m'a dit, j'en ai parlé avec mon mari, et il m'a dit, mais c'est quand même pas très cher, t'es sûr que c'est pas une arnaque? C'est magique. Et je pense que ça devait être, c'était peut-être aux alentours de 500 euros, je pense, Ouais. la première offre que j'avais. Et la deuxième, par contre, elle m'avait dit, quand tu m'as donné le prix, j'ai dit oui direct parce que je me suis dit que de toute façon, avec ce que tu étais en train de faire, dans quelques semaines ou dans quelques mois, ton offre, elle allait doubler ou tripler. Ça Donc, allait pas durer. j'avais bien. Donc, tu sais, j'ai eu les deux réactions. Celle qui s'est dit peut-être que, enfin, son mari lui a dit, t'es sûr que c'est pas une arnaque, ce truc? Et donc, la première offre, c'était one-one. J'ai commencé comme ça. Et ça m'a bien aidé. J'en fais encore quelques-uns. Hein. J'en fais moins maintenant, mais je fais toujours un petit peu. Ça m'avait bien aidé à bien comprendre aussi, tu vois, tout simplement ma cliente et ce qu'elle traversait. Et après, là où j'ai vraiment senti le potentiel de mon activité, c'est quand j'ai lancé ma toute première formation digitale qui était quand même mi-ticket, genre à 200 euros, je crois, un truc comme ça. Et que là, j'avais fait mon premier lancement à 5 chiffres et je me suis dit, OK, c'est quand même cool. Tu fais un premier lancement, ça se passe quand même super bien. Allez, on continue. La demande est là, on continue. Voilà, c'est ça, exactement. Top. Mais je comprends mieux du fait qu'il n'y ait pas eu la peur du manque, du coup, et l'envie de foncer. Je m'étais demandé par rapport à ta phrase, la peur de la salle vide. Je me suis dit, mais du coup, mais comment elle a fait? Parce que si elle a peur de la salle vide, c'est une forme de peur du manque. Donc, comment ça s'est passé, la transition? En fait, je crois que la peur de la salle vide, en vrai de vrai, je pense que c'était pas trop une peur du manque. C'était une peur, tu sais, quand, en fait, l'événementiel, en fait, l'échec est ultra visible. Quand j'ai démarré, j'avais peur de l'échec visible. Ça, par contre, ça faisait partie de mes. Donc, j'avais pas peur de manquer quelque chose, tu vois, mais j'avais vraiment peur que tout le monde me voie échouer parce que j'étais encore dans un schéma aussi très perfectionniste et très de la bonne élève, en fait, tu vois, et il fallait que ça soit clean, tu vois, le parcours, entre guillemets. Ouais. Bien, c'est top, tu m'amènes des transitions magnifiques. Du coup, on va parler de l'échec. L'échec, ça c'est le truc qui fait peur à tellement de personnes. Donc maintenant, 2021, on est en 2025, ça fait 4 ans d'entrepreneuriat. J'imagine qu'en 4 ans, tu as réussi plein de choses, mais j'imagine que tu as dû te prendre également, comme toute entrepreneuse, des casseroles monumentales. Ouais. Comment tu as vécu ça? Ouais. Alors. En fait, il y a eu deux types de casseroles, on va dire. J'ai eu, je croise les doigts, je shoot du bois, la chance d'avoir quasiment que des offres qui ont assez bien fonctionné, on va dire. Par contre, j'ai eu parfois des collabs qui n'ont pas trop bien fonctionné. Ça m'a fait un peu peur à un moment. Tu vois, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, je viens un peu dans le monde bisounours, tout va bien, tout le monde me veut du bien, tout le monde, et tu vois, l'entrepreneuriat, tout le monde parle de sororité et tout ça, donc ça va être super génial. Et ça a été un coup, et franchement, je me suis rendu compte que ça m'avait vachement touchée, affectée, parce qu'à un moment, en fait, j'ai associé justement cet échec-là dans une collaboration qui s'était mal passée, tu vois, à en fait les circonstances, enfin les conséquences de réussir ou d'être visible, etc. Et donc à un moment, j'ai eu peur d'utiliser en fait ce qui était pourtant mon meilleur atout. C'est-à-dire que mon meilleur atout, c'est que je maîtrise les réseaux sociaux et que je sais être visible. Et à un moment, j'ai eu peur de ça. Ouais. Tu vois. Et ça craint. Et donc là, ouais, ça craint. ça craint. Donc ouais, ça a été peut-être un des échecs qui m'a peut-être le plus marqué, ça a été ça. Et après, du coup, dans l'autre sens, ça a été en fait après beaucoup d'auto-sabotage parce que justement, j'ai eu super peur en fait de réussir et d'avoir plein de problèmes après ça, tu vois. Voilà. Ouais, et c'est l'envie d'aller se planquer. Exactement. Là, ouais, exactement. Mais je le verbalise parce que je l'ai connu.
c'est exactement ça. Je crois qu'on passe par là. Hein. On a la peur de l'échec, la peur que tout le monde se moque si jamais on n'y arrive pas ou qu'on doive retourner à la case départ, etc. Ouais. Et puis ensuite, oui, la découverte de l'entrepreneuriat digital. Je suis d'accord avec toi, il était assez surprenant. Parce qu'on voit un univers où on a l'impression que tout le monde est copain et tout ça. Et puis finalement, pas du tout. C'est le monde du coup de poignard dans le dos et de plein d'autres choses, en fait, qui sont assez surprenantes. On réalise aussi que c'est un monde où on se dit, waouh, mais c'est infiniment grand, Internet. Mais finalement, c'est limite parfois un milieu un peu, la drama est très minuscule où tout le monde... c'est tout sur tout le monde, etc. C'est terrible. Ou en tout cas, prétend tout savoir sur tout le monde. Et du coup, quand tu continues d'avancer, tu surmontes ça, que tu avances et que tu réussis, tu réalises aussi qu'il y a des choses qui se passent et qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais à un moment donné, moi, je voulais juste contribuer, partager mon expertise, montrer la voie, aider des personnes. Et je suis en train de m'en prendre plein la gueule. J'ai pas demandé ça. Foutez-moi la paix, quoi. Moi, je veux juste faire mon métier et être alignée, être heureuse. Être dans mon monde des bisounours à moi. Et tu te fais taper sur la tronche sur des trucs que t'as rien demandé. Et c'est sûr que c'est pas évident. T'as envie de te planquer. Moi, je l'ai ressenti comme ça à un moment donné. Ah oui, moi, clairement. Et pendant quelques temps, tu te coupes. Effectivement, tu as raison. En plus, tu te coupes. Mais tu te coupes de quoi? Des réseaux sociaux, parce que t'as envie de dire aux gens, mais oubliez-moi, quoi. Ouais. Oubliez-moi, parce que moi, je suis bien quand je suis avec mes clientes, oui, sauf que si tu te planques, au bout d'un moment, les clientes t'en as plus. Donc, évidemment, il faut repenser le truc. Il faut se dire, non, il faut arrêter les conneries, là. En fait, pour te dire à quel point je suis allée loin dans l'autosabotage, je suis arrivée à un stade où je n'avais aucun lien vers mes offres. Donc, j'étais là. Mais en fait, j'avais aucun lien vers mes offres. Donc, tu pouvais pas acheter, même si tu en avais envie. Les gens me posaient des questions, je répondais pas aux messages. Quand les gens m'envoyaient des messages pour me dire salut Audrey, j'ai vu ça ou j'ai vu tel contenu, etc. En fait, je continuais à poster parce que j'aime ça. Donc, je partageais toujours gratuitement mon expertise. Mais en fait, j'avais peur de recevoir, en fait, à nouveau, tu vois. Donc, je suis arrivée à un stade vraiment où il y avait pas de lien, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois le truc. Oui. C'est-à-dire que carrément, je me rappelle d'avoir discuté avec un de mes coachs et du coup, il me dit, mais du coup, comment les gens achètent? Et puis, je lui dis, en fait, ils peuvent pas. Genre, mon offre, je l'ai enlevée. J'ai retiré le lien de ma page de vente. D'une offre qui cartonnait. Hein, genre, l'offre, elle démarre, tu fais un lancement à 5 chiffres, le premier lancement, et tu enlèves le lien de ta bio. Tu vois. C'est quand même assez non, là, dingue. c'est plus de l'auto-sabotage. Là, c'est... oui. Ouais. D'accord. Là, je me tire une balle dans le pied, pas que dans le pied. Et du coup, t'as fait comment pour surmonter ça? Parce qu'il faut quand même faire preuve faut une sacrée force et une sacrée force mentale et résilience pour surmonter ça. Comment t'as fait? Déjà, la chance, je dirais que j'ai, c'est que j'arrive assez bien à observer quand je suis en train de faire des trucs un peu bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, je sais pas encore comment arrêter de faire le truc bizarre. Tu vois, je suis pas encore en capacité de ne pas le faire, mais j'arrive à le voir. Tu vois, donc j'arrive assez bien à voir un peu, tu vois, mes bullshit, quoi, comme on dit. Tu vois. J'arrive assez bien à le voir. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis dit, là, je pense que je suis vraiment à un stade où toute seule, je peux continuer à écouter 1 milliard de podcasts si je veux, etc. Là, il faut aussi que je travaille avec quelqu'un, tu vois, pour venir casser ces blocages-là. Donc là, j'ai bossé tout simplement avec un coach et en fait, on a bossé sur ça, en fait. Qu'est-ce qui me faisait peur? Je me rappelle c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui me bloquait vraiment et pourquoi, en fait, pourquoi ce type de comportement faisait sens pour moi, tu vois, aujourd'hui. Okay. Ouais. Et voilà. Ok, c'est bon. On a eu les mêmes raisonnements. Moi aussi, et c'était au tout début, effectivement. Quand j'ai vécu ça, au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en sortirai pas toute seule. Pourtant, je suis quand même bien encadrée, je suis bien entourée. J'ai un mari qui m'a soutenue dans mon début d'activité, et c'est une chance parce que c'est pas tous les conjoints qui soutiennent. On parlait des gens qui critiquent, mais il y a pas que les copines ou la famille, etc. Parfois, ça peut être les parents, ça peut être le mari, les enfants et tout, et c'est dur. Et j'étais bien soutenue, mais je crois qu'il y a des choses ou des blessures.
Parce que c'est forcément raccord avec des blessures, bien souvent, des choses de ton passé, de ton enfance et tout. Ouais. Et moi, quand j'ai dit à mon mari, il y a des choses, tu sais tout de moi, mais il y a des choses, j'ai pas envie d'en reparler encore avec toi parce que voilà, j'ai besoin d'un pro qui m'aide à verbaliser. De quelqu'un qui est payé pour m'écouter. C'est ça. Et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. M'a dit, mais c'est quoi le délire en fait? Moi, je t'écoute, je te soutiens, je te dis des trucs parce que du coup, j'ai payé un coach, les yeux de la tête. Le problème a été réglé assez rapidement. Et quand je suis arrivée devant mon mari en mode, ouais, tu sais, machin, il m'a dit, oui, non, mais c'est ce que je te dis moi, depuis des années, en fait. Pourquoi? Parce que ça a mieux marché quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit que c'est parce que je l'ai payé. Ah, d'accord, ok, très bien, soit. Et moi, ça me ramenait à une blessure qui était que, en fait, j'avais besoin de réussir pour cocher la case de la reconnaissance, la reconnaissance du père, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'avais pas été ni enfant, ni adulte, validée dans ce que je faisais, dans ce que j'entreprenais par mon père, en fait. Et ça avait vraiment créé un manque, une souffrance, une blessure. Et du coup, en fait, dans tout ce que je faisais, je me disais, oh, et si ça recommence? Et si de nouveau, je suis pas validée, je suis pas acceptée, je suis pas aimée là? Et puis au bout d'un moment, ouais, ça fait peur de te dire, ouais, je vais encore entretenir une blessure. Ou alors, tu sais que c'est un sparadrap, tu vas arracher le truc, c'est reparti comme en 40. Et ouais, moi, ça me faisait très, très peur. Mais aujourd'hui, c'est réglé, Dieu merci. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout évident de passer au-dessus de ça. Donc toi, tu as réussi à surmonter cet auto-sabotage grâce à ce professionnel. Quand est-ce que tu as compris que tu allais devenir Vas-y, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis-moi. Quand est-ce que tu as compris, du coup, une fois que... Quand tu as ressenti la libération, parce que c'est une forme de libération, on va pas se mentir, quand on a compris qu'on est en train de s'auto-saboter et qu'il y a un déclic en mode... je sais que je passerai de nouveau dans des downs, c'est logique, c'est évident. Ouais. Mais maintenant, je serai inarrêtable. Est-ce que tu as eu ce déclic-là, le déclic du maintenant, je suis inarrêtable? En fait, c'est super intéressant. Moi, en fait, ce que j'ai capté, c'est que justement, en fait, comme j'étais vraiment probablement ma plus grande barrière, en fait, à tout ce que j'avais en tête, j'ai vraiment d'un coup compris que, en fait, c'était juste une question de parcours, de cheminement, de tests, d'ajustement, etc. Je sais encore que, tu vois, j'arrive à voir encore quand il y a des petits trucs qui arrivent ou quand il y a des petites peurs qui arrivent, etc. J'ai travaillé beaucoup mieux maintenant et je sais beaucoup mieux aller de l'avant maintenant. Je pense que déjà, en fait, ça m'a marqué quand j'ai relancé en fait un peu tous mes systèmes et que en fait j'ai pris plaisir cette fois-ci, tu vois, à vivre ça et à juste être là aussi pour transmettre et servir aussi, tu vois, en fait, à faire juste ce qui me faisait kiffer au départ, mais qui du coup avait switché vers plus de la peur avant, quoi, tu vois. Ouais. Donc ouais, ça a vraiment été un très très beau sentiment de relancer toute ma machine après et mon bulldozer justement et d'être beaucoup plus et de vivre aussi d'une façon très très alignée de recevoir des choses et de donner. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais vraiment très, très à l'aise à la fois dans le partage et dans la vente. Enfin, voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte qu'en fait, on peut se sentir très, très bien dans ces émotions-là, dans ces actions-là, en fait. Là où avant, il y avait encore pas mal de peur et de crainte, quoi. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, dans ce que tu partages, j'ai l'impression de comprendre, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'à un moment donné, en fait, voilà, t'étais tout bien, situation de kiné et tout, t'es pas aligné, tu découvres quelque chose comme une passionnée que tu es, t'y rentres à fond, tu t'éclates, ça marche, on prend peur. Et après, c'est se réaligner à je fais ce que j'aime et je suis capable de générer et d'encaisser aussi des revenus par rapport à ça. Ouais. Et ça me fait penser au métier des soignants de manière générale, les thérapeutes, etc., qui ont cette espèce de forme de culpabilité que quand on fait du bien, quand on aide les gens, on peut pas encaisser de l'argent. C'est pas bien. Ouais, carrément. Et je pense que ça, c'est... En fait, je pense que on a tous peut-être, tu sais, un peu une forme de barrière psychologique à ce qu'on est aussi, à ce qui est raisonnable de recevoir pour ça. Oui. Moi, en tout cas, c'était peut-être plus ça.
comme j'avais déjà dans mon métier de kiné, je gagnais déjà quand même assez bien ma vie, donc c'était assez aligné enfin, c'était pas un problème pour moi de gagner de l'argent, même si c'était pas non plus encore, voilà. Mais ça, j'avais pas trop ce souci-là jusqu'à ce stade-là, parce que ça restait encore raisonnable. Oui, puis c'était les standards de ton métier, donc c'est ceux que tu connais. Voilà, c'est ça. Et je pense que du coup c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler aussi d'un autre type de barrière. C'est ce qui a été après pour moi difficile, mais je travaille encore un peu dessus pour te dire. C'est bien de le reconnaître, hein, c'est important de dire que tout n'est pas parfait une fois qu'on est dedans. Hein. Ouais. C'est après d'accepter c'est toujours difficile à dire, hein, parce que je sais qu'il y a plein de gens pour qui ça va être bizarre d'entendre cette phrase. Ça a été d'accepter la facilité avec laquelle je pouvais faire de l'argent. Ça a été très dur pour moi. Je pense qu'il y a une forme de loyauté probablement envers ma mère, tu vois. Je pense que comme je l'ai vue se lever le matin, en fait j'ai tellement vu cette énergie qu'elle devait déployer pour gagner de l'argent et pas grand-chose, que peut-être par loyauté familiale. Loyauté un peu, ouais. En fait, ça me paraît bizarre de me dire, mais comment tu peux recevoir autant d'argent avec plus de facilité que toutes ces personnes-là qui vont devoir galérer entre guillemets pour le faire. Oui, mais qui se défoncent clairement pour voilà, et qui gagnent pas le tiers de la moitié de ce que tu gagnes. Effectivement. Et il y a aussi, je pense, une forme de culpabilité en bonne et gentille fille que nous sommes. On s'est dit, on a découvert en fait ce qui est possible de faire, tout en étant heureuse, alignée et en aimant ce qu'on fait. Ça aussi, hein, je veux dire, dans la société, on te dit tout le temps, c'est pas possible d'allier. Moi, j'ai toujours entendu ça. La passion, c'est pas ce qui nourrit. Oui. Toujours. Mais c'est faux, en fait. Tu peux trouver ce qui te passionne et ce qui te nourrit et ce qui te permet de contribuer. C'est ce qu'on appelle un ikigai, en l'occurrence. Mais les Japonais l'ont mieux compris que nous, visiblement. Et c'est fou. C'est fou parce que du coup, quand on génère de l'argent et qu'on a vu des gens travailler dur ou qu'on voit encore des gens travailler dur autour de nous et qui n'ont pas ça, on se dit, mais est-ce que je mérite ça? De nouveau, tu es en mode auto-sabotage. Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais pas? Enfin, tu vois, et puis si tout s'arrête, mais non, en fait. Et c'est bien de l'aborder parce que je pense que à tous les niveaux, ce que tu es en train de partager, ça peut autant inspirer des gens qui démarrent ou qui voudraient changer, tu vois, qui sont encore dans le salariat mais qui n'osent pas parce que ils ont plein de barrières. Et tu as raison de le dire, la plus grande barrière, la tienne, mais je pense que c'est le cas pour 80% des gens de cette planète, si ce n'est plus. La plus grande barrière, en fait, c'est nous, c'est personne d'autre. Et déjà, quand on a surmonté... Après, oui, il y a l'entourage, la vie, le jugement, etc. Mais même là, en fait, ça reste nous la barrière parce qu'en fait, on tient compte des jugements, de l'entourage, de leur avis, de leur peur qu'ils projettent, etc. Donc, tu confirmes, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, et c'est pour ça aussi que je prends que de façon très transparente, je dis que voilà, c'est encore un travail que je fais vraiment là-dessus, tu vois. Je sais que j'ai toujours encore beaucoup de pudeur, j'ai quand même l'impression que, tu vois, genre j'ai ma maman qui m'écoute, tu vois, ou que tu vois, je pourrais avoir des membres de ma famille qui m'écoutent et que ça me semblerait entre guillemets indécent de donner des chiffres par rapport à leur réalité. Donc, tu vois, j'ai encore ça, tu vois, parfois qui est un peu en bac, en coulisses, tu vois. Mais heureusement, et c'est ça aussi, je pense que ça peut inspirer aussi beaucoup de gens, heureusement, pendant qu'on est en train de travailler, il y a aussi beaucoup de cadeaux à aller récupérer. C'est pas... Parfois, on a aussi, quand on a un côté un peu perfectionniste, on pense qu'on doit avoir géré tous nos problèmes, on doit avoir compris tout pour que ça marche. Non, en fait, on débloque au fur et à mesure des petites choses et ça nous offre de nouvelles choses, ça nous ouvre de nouvelles opportunités, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Et on n'a pas besoin d'avoir tout compris de nous, de connaître tout, de se sentir, comme on dit souvent au début, 100% prête pour faire voilà, pour faire quelque chose, tu vois. Donc, je pense que ça peut aussi aider. Je pense que toutes les personnes qui nous inspirent, hein, même au quotidien,
et c'est peut-être aussi ce qui est cool dans la vie, elles ont encore leur combat, tu vois, à mener. Donc, ça, c'est pas parce qu'on a encore des choses à régler ou on est encore en train de travailler sur des choses que on sent pas les résultats aussi de tout ce qu'on a fait juste avant, tu vois. Donc, c'est un peu un cycle, tu vois, on avance, ah, ok, d'accord, c'est bien ça. Ah, oula, ça, c'est vrai qu'avant, c'était compliqué pour moi, plus maintenant. Voilà. Okay, voilà. Ou alors on pense avoir maîtrisé un truc ou qui ne nous affecte plus et puis ça revient et là, finalement, ça touche encore. Tiens, allez, on y retourne. Mais ça, j'ai envie de le dire, c'est quelque chose que je partage aussi assez souvent avec ma communauté. Je pense que travailler à nous incarner pleinement, à être pleinement aligné, j'aime pas forcément dire pour ma part, hein, ça c'est mon avis, mais meilleure version de soi-même. Ouais, je comprends. Travailler à avancer, à être heureux, à débloquer les skills au fur et à mesure. J'adore ces les petites trends sur Insta quand tu vois new skill. Super. Ben, c'est ça, en fait, dans la vie. On démarre, on en maîtrise un, et puis après, tiens, hop, une nouvelle compétence, ça y est. Ah, tiens, un nouvel apprentissage, ça y est. Ah, bah, toi, finalement, faut revenir. Et c'est ça, la vraie vie. Et c'est bon, c'est la vie d'être humain. Et c'est particulièrement la vie d'entrepreneur aussi, n'est-ce pas? Et je pense que, tu vois, tu sais, on pose souvent la question, est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Je pense que sur le papier, tout le monde a la possibilité de tester la voie entrepreneuriale, et tant mieux. Et encore plus aujourd'hui avec tout le monde du digital qui a enlevé quand même pas mal de barrières à l'entrée. Après, est-ce que tout le monde est capable de se mettre dans cette position où à un moment, tu te rends compte qu'il y a des choses à travailler, où c'est compliqué, où tout ne fonctionne pas tout le temps comme tu veux, etc. Ça, c'est clair que tout le monde ne se sentira pas de continuer dans cette voie-là, juste parce que ça fait partie du cheminement d'entrepreneur. Ouais, du cheminement, moi je pense aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que moi, ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que du coup, moi, j'ai des copines qui sont restées dans le salariat parce qu'elles sont cadres, elles ont de très bons statuts et elles me disent, mais laisse tomber, enfin, t'as une belle vie et tout, mais putain, mais qu'est-ce que tu bosses? Ouais. Oui, peut-être. Mais bon, elle parle de pas que du boulot en tant que coach, etc. Mais elle parle aussi de tout ce qu'elle me voit faire sur moi pour continuer. Ouais. Et elle me dit, non, moi, c'est bon, quoi. Je me suis formée, j'ai fait les études, maintenant, voilà. Mais moi, derrière, là, ce qui me réconforte dans tout ça, c'est que oui, je bosse, mais tous les jours, il y a de nouvelles compétences débloquées, de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles opportunités, forcément, des rencontres, des voyages, des choses qui t'emmènent parfois à l'autre bout du monde. Parfois, ça peut être juste dans un resto pour faire une présentation dans la même ville où tu habites ou peu importe, mais et tu rencontres des gens et putain, mais ça t'ouvre le champ des possibles en fait. Et ça, moi, rien que ça, je me dis, mais je suis tellement en faisant ça, en continuant à investir sur moi, à travailler sur moi, à me remettre en question, je suis pleinement responsable de ma vie. Et du coup, quand quelque chose ne va pas dans ma vie, je me dis, ben meuf, c'est de ta faute là. Là, pour le coup, c'est parce que, tu vois, bah voilà, c'est en mode auto-sabotage, tu t'es planqué ou t'as laissé tomber un truc alors que ça te tenait à cœur, mais t'as choisi la voie de la facilité, etc. Et je me demande, en fait, les autres, est-ce qu'ils ont vraiment cette pleine responsabilité aujourd'hui? Est-ce qu'ils y renoncent pas? Enfin, je sais pas. Il y a pas de jugement, hein. Mais c'est vrai que quand on me dit ah ouais moi ou alors quand on me dit ah ouais t'as trop de la chance, non meuf, j'ai pas trop de la chance. Tu l'as dit toi-même, tu bosses beaucoup, Jo. Bah oui, je bosse beaucoup et enfin voilà, moi je déteste prôner. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités pour faire de l'argent facilement. Ouais. Voilà. Mais l'argent facile en un claquement de doigts, ça non, par contre. Ça, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais je me comprends. Je sais pas si toi tu comprends. Non, mais je comprends. Okay. En fait, en soi, je pense que, tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, on se retrouve souvent autour de valeurs comme la liberté ou même l'indépendance. Enfin, tu vois, on se retrouve souvent sur ce type de valeurs. Mais j'ai l'impression que maintenant, avec le recul, une qui est peut-être en fait tellement peut-être internalisée qu'on la verbalise moins. En fait, je pense que l'amélioration constante, le fait de chercher cette amélioration constante,
c'est une valeur clé dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, en vrai, c'est personnel, mais c'est aussi, si tu cherches pas l'amélioration constante de tes offres, bah, à un moment donné, t'es dépassé. Si tu cherches pas l'amélioration constante de l'expérience que vivent tes clients, de la compréhension de tes clients, je sais pas, de tes stats, de ta face, de tes process, de ces choses comme ça, il y a toujours un moment où tu vas te sentir bloqué ou voire même parfois complètement dépassé. Ouais. Et peut-être que c'est peut-être ça que je sais pas si c'est justement une valeur que tout le monde partage. Et peut-être que quand tu partages pas ça, quand t'as pas forcément, t'es pas drivé par ça, t'as pas cette énergie, tu vois, comme tu dis, ouais, j'adore apprendre de nouvelles choses, tu sais, genre, comme tu dis, tu vois, la nouvelle compétence qui se débloque et tout. Je pense que c'est quelque chose qui est propre aux gens qui aiment vraiment sentir qu'ils évoluent, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est OK que bah, tout le monde, je pense, n'est Tout le monde pas n'est pas drivé comme par ça. ça, oui, effectivement. Oui, Voilà. Donc, je pense qu'en effet, quand t'as pas ce drive-là, en fait, bah, l'entrepreneuriat, ça peut paraître beaucoup plus emmerde plus emmerde que bonheur, quoi. Tu vois ce que oui, c'est clair. Oui, tu les gens, vois. ils voient les problèmes, ils disent, ah non, mais moi, je Voilà. veux être pépère dans Voilà. ma vie, en fait. Je veux, à Alors que 18h, souvent, quand je rentre à la maison, c'est ça. je veux que C'est ça ça. s'arrête. Le week-end, je veux que ça s'arrête. Ouais. En vacances, je veux pas Ouais. penser à mon téléphone, à mon ordi et tout. Oui, Ouais. effectivement. En fait, c'est ça, hein, c'est une façon c'est des valeurs. Ça veut pas dire que les miennes, les tiennes ou celles de ceux qui ne partagent pas ces valeurs sont moins bien ou mieux, Non, pas bien du sûr, tout. bien sûr. Ça veut juste dire qu'on a chacun finalement notre façon de voir la vie, nos ambitions et notre façon de vouloir vivre notre vie. Et puis c'est Ouais. tout en fait. Et puis j'ai envie de te dire, il faut de tout pour faire un Il faut de équilibre tout. et pour faire tout pour faire un monde. Ouais, Top, carrément. top, génial. Je trouve que c'est une très belle, franchement, je trouve que c'est une très belle conversation et que je pense que ça peut impacter beaucoup de gens à conscientiser que la vie d'entrepreneur n'est pas forcément la belle vie qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Il y a aussi beaucoup de remises en question, de travail, de douleurs, d'échecs, de Bien sûr. nuits blanches, de larmes aussi. Et ben oui, de larmes. Quand t'as scratché ton premier compte Insta à 13 000 abonnés. La Ouais, nuit avec le pot mais de glace, non, tu l'as pas fait ouais. finalement. Mais au final, c'était, enfin pour moi, c'est une de mes meilleures redirections, tu Ouais. vois. C'est une de mes plus belles redirections parce que d'un coup, je me suis dit, ok, t'avais fait le compte de la méga planque, c'est-à-dire que tu voulais tellement pas qu'on sache que c'était toi, que tu parlais anglais, tu te montrais pas, tu parlais anglais. Et du coup, ce compte crash. Et du coup, tu te dis, ben, on recommence, mais autant faire du coup l'idée là que tu avais en tête, mais que tu n'osais pas lancer. Donc, c'est là comme ça que aussi le compte Comme une boss, tu vois, qui existe aujourd'hui, est né. Donc, euh, ouais, en fait, en vrai, je pense que c'est une de mes meilleures redirections. Bah, c'est clair, j'ai Ouais, envie de te dire. Limite, ouais, heureusement que c'est arrivé. ouais, Peut-être ouais, que exactement. Ouais, clairement. la Audrey qu'on a ici et comme une bosse ne serait pas là. C'est une Ouais. forme c'est les fameux cadeaux mal emballés. Alors ça aussi, on en a beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais Ouais, c'est ce qui permet de se réorienter. ouais. Top, top. Audrey, on sent que tu es quelqu'un de passionné et t'es pour moi une multipassionnée. Il n'y a pas de doute là-dessus. On entend souvent que faut pas courir plusieurs lièvres à la fois, faut pas vouloir être partout parce que sinon on est nulle part. C'est un peu aussi comme ce qu'on disait tout à l'heure, avoir le droit d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait et de travailler. Et donc, là où je veux en venir, en fait, c'est qu'on nous fait croire qu'on peut pas tout avoir. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et toi, qui t'affirme de toute façon comme une multipassionnée, est-ce que tu peux nous partager ça? Parce que toi, tu as coché les cases, en fait. Alors, tout avoir. Je ne dis pas que tu as tout, mais en tout cas, tu as le côté, je fais ce que j'aime, je suis alignée, je m'éclate Mm. et j'en vis. Mm. Et je me diffuse même dans plusieurs compétences et plusieurs domaines d'expertise. Mm. Est-ce que tu as envie de parler de ça pour montrer aux gens qui se laissent conditionner par attention, tu peux pas tout avoir, concentre-toi, fais attention. Est-ce que tu as envie de Mm. partager ton retour à toi là-dessus? Ouais, en fait, moi, j'ai toujours un peu essayé de mettre un peu toutes mes facettes, tout un peu ce qui me passionne, tout ce qui m'intéresse, toutes mes appétences, et d'en faire justement cette sauce qui fait que ce que je fais me crée de la joie et attire des gens
qui vont kiffer aussi cette sauce un peu bizarre, mais qui est la mienne. et sert aussi, tu vois, mes objectifs plus professionnels, mon business, etc. Je pense que quand on est multipassionné, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a vraiment la façon de, dans son projet, mettre un peu des choses qui nous passionnent et en fait l'utiliser comme un super élément de créativité, de personnalisation, d'unicité, etc. Il y a aussi ceux qui vont diviser certaines choses. Ils vont choisir que il y a certaines de leurs passions qui vont rentrer dans leur projet pro, puis d'autres non, qui vont être qui vont vivre, mais qui vont pas forcément être des activités rémunératrices, etc. Moi, je fais plus partie du premier groupe dans le sens où j'essaie un peu de mettre les choses que j'aime et mes influences et ce que voilà dans mes projets, c'est un peu ce qui me crée un peu, tu vois, cette énergie un peu vitale, tu vois, qui fait que il y a une forme de vie aussi dans ce que je crée, quoi. Mais je pense que souvent on a quand même un peu des clés, tu vois, sur le chemin et quand on se pose et qu'on regarde dans quel moment je me suis sentie super bien et super bien dans mes baskets et que je sentais que les choses elles étaient très fluides. Moi j'aime bien parler de fluidité, tu vois, parce que je trouve que la fluidité c'est un excellent pour moi c'est un bon indicateur, tu vois. Parfois avec quel client c'est fluide, avec quels gens c'est fluide, avec quel tu vois collaborateur c'est fluide, enfin voilà, toutes ces choses là je trouve que c'est intéressant parfois de se poser la question parce que parfois tu as juste la réponse déjà là dedans. Donc moi c'est comme ça que je vis un peu ce côté là. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que la chance qu'on a un quand on est entrepreneur et deux quand on est entrepreneur sur le web, c'est qu'on a la possibilité de se sortir justement de ces cadres qu'on nous impose parce que il y a des gens qui doivent nous autoriser à. Quand tu es salarié, t'as quelqu'un qui doit t'autoriser à rentrer dans l'entreprise, quelqu'un qui doit t'autoriser à rester à l'entreprise, voilà, dans l'entreprise, etc., etc. Quand tu es entrepreneur, tu as la chance de être cette personne qui t'autorise à faire. Tu vois. C'est ça. Et je pense que il faut utiliser cette carte parce que c'est ça justement qui fait aussi que même si c'est un chemin qui peut être compliqué, même s'il y a aussi des galères et tout ça, ça fait partie des super cadeaux de l'entrepreneuriat et je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, c'est aussi que les réseaux sociaux, pareil, la chance qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que les cartes sont un peu redistribuées. C'est pas, on n'est pas sur les mêmes codes que peut-être la vie professionnelle classique. Le monde traditionnel, ouais. Voilà. Et donc, profitons-en pour créer des nouveaux codes. Profitons-en pour créer des nouvelles maisons un peu plus à notre sauce, avec le tapis qu'on veut, le tableau qu'on veut, etc. Parce que pour le coup, on a le droit de se créer un peu notre maison, tu vois, sur le web. Et c'est ça que j'adore avec les réseaux sociaux, justement. Il y a plein de trucs négatifs dans les réseaux sociaux, mais pour moi, l'atout principal des réseaux sociaux, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, il y a tellement de gens sur ces réseaux sociaux-là que si tu sais comment les attirer, en fait, tu te crées une super maison dans laquelle toi, t'es bien, les gens sont bien et ton business va bien. C'est clair. Voilà. Non, c'est une très belle façon de parler des choses, d'autant que on est justement dans cette société traditionnelle où tout se ressemble beaucoup, les gens veulent ressembler à tout le monde, etc. Et moi, ce que j'aime dire, souvent on parle de concurrence, on me dit ouais, mais t'as pas peur en closing, il y a de la concurrence et tout, mais en fait, si je prends mon cas, dans le cas du closing, et je pense que c'est pareil pour toi, parce que en tant qu'experte en visibilité sur Instagram, créatrice de contenu sur Instagram, ou même dans le branding, etc. Je suis désolée, il y a du monde, il y a de la concurrence. Et regarde, ça t'empêche pas de très bien en vivre. T'as une communauté de 45 000 abonnés sur Instagram, si je me trompe pas, à peu près. C'est pas non plus, c'est très beau, et félicitations. Mais je veux dire, quand on sait qu'il y a des comptes qui dépassent les 100 000 abonnés et certains des millions d'abonnés, là, juste pour en venir à dire que t'es toi, t'es authentique, t'es Audrey avec tes codes, ta façon de faire, ta façon de partager, ta petite sauce à toi qui la rend unique. Et ça t'a permis, en fait, d'être bien. Pourquoi ? Parce que t'attires à toi des gens qui ont besoin d'Audrey, en fait. Ils n'ont pas besoin de l'autre qui a 150 000 abonnés. Parce que l'autre qui a 150 000 abonnés, c'est elle. Peut-être que vous parlez de la même compétence, mais de manière complètement différente et qui est unique à vous et à votre façon de le présenter. Et donc, les gens qui viennent à toi, c'est les gens qui ont besoin d'Audrey.
parce qu'ils pensent comme Audrey. Ils sont alignés à Audrey. Ils vibrent sur la même énergie qu'Audrey. C'est pareil, moi, en closing. Les gens que j'attire à moi, c'est des gens, il y a plein d'académies de closing, mais ces gens-là viennent à moi, ma façon d'en parler, ma façon de parler de l'entrepreneuriat, c'est les valeurs que je partage, c'est tout ça, en fait. Et je voulais rebondir là-dessus parce que, punaise, les gens, vous avez tellement peur de plein de choses. Il faut se montrer. Je suis ci, je suis ça, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas de réseau, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et puis, au bout d'un moment, crotte quoi. Enfin, j'ai envie de dire, tout le monde peut. On est vraiment. Tout à l'heure, je parlais d'argent facile et ça m'est revenu après. C'est pas l'argent qui est facile aujourd'hui. Faire de l'argent est devenu beaucoup plus accessible. Il n'y a pas besoin d'être d'une élite. Ouais. Voilà. Donc moi, je prône pas l'argent facile parce qu'il y a du travail derrière, c'est sûr. Ouais. Mais il devient effectivement facile quand on aime ce qu'on fait, ça c'est clair. Et quand on le fait avec des gens qui sont alignés à nous, qui sont sur nos mêmes vibes, nos mêmes énergies, ça c'est une évidence. Mais oui, aujourd'hui, en 2025, avec les outils qu'on a depuis quelques années, et ça l'est de plus en plus, faire de l'argent est devenu accessible. Ouais. Tant est qu'on s'y autorise et qu'on arrête de se chercher des excuses. Je suis pas assez jolie, je suis pas assez mince, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et du coup, ça va me permettre de faire une transition. Écoute, Audrey, moi, j'ai vécu quelque chose et je me plains pas. J'ai appris à le dominer, à l'accepter et à ne plus en tenir compte pour avancer. Mais quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, bon, moi, j'ai un problème depuis 20 ans. J'ai 30 kilos de trop. Je fais 1m60. Je fais 90 kilos. Bon, là apparemment, je suis descendue en dessous des 90 un petit peu. Mais on n'est toujours pas là où je devrais être et où je voudrais être. Mais je suis gourmande, je suis une bonne vivante, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur les réseaux, j'ai commencé mes premiers contenus de visibilité et notamment les pubs, mais je m'en suis pris plein la face. C'est quoi ça? C'est une quadra. Elle est en surpoids. Qu'est-ce qu'elle débarque? Et je me prenais des trucs, mais vraiment, mais d'une méchanceté. Ce qui m'a d'autant plus touchée, bon, en tout cas ce que je voyais, parce qu'on ne sait pas avec les réseaux, on ne sait pas qui est derrière. C'était des comptes de femmes. Et je me disais, mais comment des femmes peuvent attaquer d'autres femmes comme ça? C'est terrifiant. Bon, j'ai réalisé après que quand on est derrière un écran, c'est tellement facile, en fait, la méchanceté gratuite beaucoup plus facile. Et d'essayer de guérir ses bobos, ses souffrances, etc., en allant s'attaquer aux autres. Et du coup, est-ce que toi, t'as vécu ça, Audrey? En fait, c'est intéressant parce que moi, au tout début, tu vois, je te disais tout à l'heure que le premier compte, je m'étais dit, là, je me crée la planque ultime, c'est-à-dire que non seulement je parle pas dans la langue qui est la mienne, et en plus de ça, je me montre pas. Donc voilà, je fais sécurité max, tu vois, c'était un peu ça, parce que je pensais à ce moment-là que être une femme noire et grosse, ça allait être les éléments qui allaient m'empêcher de connecter, m'empêcher d'inspirer des gens et d'être crédible. Tu vois, c'était un peu ces trois éléments-là. Et quand je suis arrivée justement dans l'entrepreneuriat et que je me suis féminin, digital, réseaux sociaux, etc., un déclic, ça a été justement que, pour le coup, ça sautait aux yeux que je correspondais pas du tout à l'archétype de la girl boss, inspirante, tailleur, talon, mince, grande, blonde, etc. Et en fait, j'aime bien maintenant voir un peu les choses comme deux faces de la même pièce. Tu peux très bien te dire que tous ces ingrédients-là, être une femme noire et grosse, ça va être le truc qui va m'empêcher d'eux. Ou alors, à l'inverse, je peux aussi me dire que ça se trouve, c'est le truc qui va me démarquer et qui va m'aider à connecter avec des gens qui peut-être sont moins intéressés par ce à quoi je ressemble que ce que je peux leur offrir comme information, ou alors des gens qui vont trouver ça cool aussi de voir d'autres profils, tout simplement, tu vois. C'est ça. Et en fait, en soi, j'ai même joué de ça sur plein d'éléments, et c'est pour ça aussi que, tu vois, c'est très lié aussi avec après ma passion sur la marque personnelle, parce que je me suis rendu compte que justement, souvent, tous ces éléments-là que parfois les gens énumèrent comme étant les choses qui vont faire qu'ils ne peuvent pas, et ben c'est souvent dans ta marque personnelle ces choses qui font partie de ton avantage injuste. C'est des choses qui sont toi. Tu fais
tu fais pas exprès. Enfin, genre, c'est pas un truc que je travaille, tu vois, c'est moi, je suis comme ça. Et en fait, par contre, ça fait partie justement des éléments qui vont connecter de façon très simple avec ma cible. Oui. Donc, c'est quelque chose, en fait, moi, tu vois, je l'ai plus vécu. Au début, c'était plus un frein personnel, en fait, que j'avais, que j'ai vite débloqué. Et aujourd'hui, honnêtement, je le vis super bien, hein, déjà. Je le vis super bien. C'est pas du tout un problème pour moi ouais, d'être comme je suis, quoi, tu vois. C'est plutôt un truc que j'utilise, en fait, comme étant un des éléments qui me démarque, justement. Et j'encourage vraiment et j'encourage toujours tu vois, mes clientes vers là, parce que je sais que c'est très très facile de se dire, et parce qu'aussi il y a des choses qu'on intériorise, mais c'est pas pour rien, hein. Voilà, il y a l'éducation, il y a ce qu'on a pu entendre, etc., hein, il y a plein de choses, mais souvent justement j'aime bien faire ce jeu là, de se dire ok, justement, et si justement c'était ce qui allait te démarquer. Et si ça allait devenir ton meilleur atout en ligne, parce que personne ne peut copier ça, tellement c'est toi, tu vois. Et c'est vraiment pour moi ce qui m'a aidé. Ouais. C'est clair. Tellement c'est toi et c'est personne d'autre, effectivement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Les gens viennent à toi parce que c'est toi, justement. Et il y a peut-être bien plus de gens qui ont besoin d'une toi, que d'une autre, en fait, pour cette compétence-là. Et oui, moi, au début, je suis venue, c'est ce que je te disais, j'ai débarqué en mode dans le monde des bisounours. Moi, je voulais aider des femmes. Et je m'attendais pas à prendre ça. Je m'attendais pas non plus à être une success story de fou. Voilà, franchement. C'est arrivé, ça a bien marché, mais pour moi... d'ailleurs, là-dessus, je te rejoins. On y reviendra très rapidement. Mais je m'attendais pas à une vague de succès comme celle que j'ai connue assez rapidement. Mais finalement, quand j'ai regardé autour de moi avec mon équipe, parce que très rapidement, j'ai dû déployer une équipe. J'ai commencé toute seule, mais quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit, oula, non, je ne sais pas être partout à la fois. Et en technique, ça posait grave problème aussi. Hein, tu as pu le voir tout à l'heure quand on a démarré avec le son. C'était quelque chose. Et en fait, quand je me suis posée, on a fait une de nos premières réunions brainstorming avec les équipes pour comprendre qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on allait, quelles sont les directions qu'on allait prendre avec mon premier programme. Ça a été, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Alors que moi, je savais bien qu'il y avait des femmes à aider, mais là, quand même, c'est costaud. Et en fait, c'est un mec de l'équipe qui est typiquement technique, qui m'a dit, moi, je crois avoir le truc, c'est que c'est toi, en fait. C'est toi, c'est spontané, c'est naturel, tu cherches pas à faire du chichi, tu cherches pas à faire faux. Tes pages de vente, elles ressemblent à rien. Tes landing pages, elles font peur. Enfin, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... Et en fait, ça paraît tellement accessible que ça dégrossit le truc. Et c'est ce que je te disais, je te l'ai raconté, mon tout premier séminaire à Paris, j'ai une cliente qui s'est dirigée vers moi tout enthousiaste. Ah, Joanne, la première fois que je t'ai vue sur les réseaux, je me suis dit, ah, enfin, ils prennent des petites grosses squadras pour faire de la pub. Ils ont compris que les vrais gens existent. Et je me suis dit, oh merde. Et c'est ça, en fait. C'est violent à entendre. Mais pourquoi c'est violent? Parce que on nous a conditionnés dans les pubs toute notre vie. On a vu des grandes blondes, brunes, peu importe, mais plates comme des planches à pain. Et enfin voilà. Et si t'étais pas comme ça, t'étais pas bonne à montrer, en fait. Ouais. Et t'étais pas bonne à partager ni à transmettre. C'est pareil, hein, les influenceurs, la télé-réalité, etc. Bien sûr. C'est pas, donc évidemment, quand une Madame tout le monde avec une taille normale et des problèmes de poids ou de gourmandise ou que sais-je normale y arrive et réussit, on se dit oui, effectivement, c'est comme ton histoire de prix tout à l'heure, c'est pas assez cher, c'est une arnaque, le bordel, forcément. C'est ça. Non, mais c'est surprenant. Je pense que ça surprend les gens, donc voilà. Allez, je voudrais finir sur un truc, Audrey. Ça fait un bout de temps qu'on papote, mais je suis sûre que les gens vont trouver ça. Les femmes qui nous suivent, même les hommes, tiens, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vont regarder ça. Ils vont avoir besoin d'impact. T'as dit que t'étais pas une success story. Pour toi, t'es pas une success story. T'es quelqu'un qui a entrepris les choses, qui les réajuste au quotidien. Et tu maîtrises pas tout d'ailleurs. Et ça, c'est formidable parce que mon Dieu, que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui oublient d'avoir cette humilité, qui sont pour eux des experts, ils savent tout, alors que tous les jours dans notre univers, il y a un nouveau truc et il faut aller l'apprendre parce que sinon t'es déjà dépassé. Et toi, tu dis, voilà, moi je maîtrise pas tout, mais au quotidien, en fait, je peux déjà accompagner des gens pour qui moi j'ai le niveau d'apprentissage qui me permet de leur montrer, en fait.
Et est-ce que tu as envie de parler de ça? Parce que tu es une success story. Mais voilà, en même temps, tu dis oui, mais je ne le suis pas. Est-ce que tu veux nous partager En fait, je pense que la référence à laquelle tu fais, c'est qu'en fait, quand mon compte a très très vite explosé, surtout au démarrage, tu vois, j'ai eu vraiment une croissance assez fulgurante et rapide, et c'était aussi parce qu'à un moment, j'ai vraiment utilisé cet avantage que j'avais de vraiment maîtriser les codes de la plateforme. Et donc, je voulais voir jusqu'à où, entre guillemets, je voulais aller. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment, ça reste mon atout. Et souvent, les gens, quand ils découvrent mon contenu, bah, ils peuvent avoir cette impression que c'est du jour au lendemain. Ouais. Tu sais, t'arrives et puis tu peux te dire, OK, elle a tant d'abonnés, je sais pas, elle a tant de clients, je sais pas, son truc est complet, son truc marche, etc. Et c'est genre du jour au lendemain. Et ce que j'aime bien dire quand je dis c'est pas une success story comme on aime les avoir, c'est-à-dire tout est très quick et tout semble un peu sortir du chapeau comme ça, c'est que en fait, c'est vraiment tout un cheminement, tu vois, et du moment où quand j'étais juste kiné, tu vois, tu disais tout à l'heure que j'ai des diplômes en kiné qui ont des noms un peu bizarres. Mais en fait, tu vois, déjà à ce moment-là, j'avais juste compris que j'avais une passion d'apprendre. Et que dans mon métier de kiné, j'aurais pu me dire, bah, c'est bon, j'ai mon diplôme de kiné, puis j'avais envie d'apprendre d'autres choses, tu vois. Donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui, parce que quand, je sais pas, quand l'IA arrive, bah, je sais que je vais l'apprendre aussi rapidement, parce que j'ai cette passion-là d'apprendre les choses. Quand une nouvelle fonctionnalité arrive sur Instagram, ben, je vais pas paniquer, au contraire, je vais être contente et excitée de découvrir un nouveau truc et tout ça. Et c'est ça quand je dis souvent, tu sais, c'est pas un truc du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment l'utilisation au fur et à mesure de ce que tu découvres, de ce que tu comprends de toi et comment tu optimises en fait ta machine. Pour moi, tu vois, à succès en fait. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, ouais, en effet, ton bulldozer, il est puissant parce que tu commences à comprendre comment tu fonctionnes, tu commences à comprendre sur quoi tu dois te concentrer. Une image que je voulais donner tout à l'heure quand tu parlais du fait que ben, on est dans des milieux où il y a de la concurrence et que je sais que c'est quelque chose qui fait peur. Et je sais que aussi dans l'entrepreneuriat féminin, il peut y avoir beaucoup de comparaisons parce que ben, c'est un peu tout ce qu'on nous a appris aussi. Oui. À nous La comparer. rivalité. Est-ce qu'elle est plus jolie, moins jolie, plus intelligente, machin, etc. Et lors d'une séance avec mon coach, il m'avait donné une super image que j'ai gardée en tête. Et en fait, il me disait, tu sais, un cheval de course, il a des œillères en fait, parce il doit se concentrer sur là où il va en fait. Et il faut que tu te construises tes propres œillères. Donc, c'est quoi tes œillères? Et donc, après, il y avait tout un travail là-dessus. Et aujourd'hui, je commence à comprendre sur quoi je me concentre. J'ai vraiment un côté qui est ici, qui est mon audience, Ouais. qui je sers au quotidien, pour qui je fais ça en fait. Et l'autre, de ce côté-là, pour rester droit, tu vois, c'est quoi mes atouts? Qu'est-ce que j'ai à apporter? C'est quoi mes atouts? Et en fait, tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de la réunion avec ton équipe, en fait, ils t'ont dit, voilà, cette œillère, c'est ça, c'est en gros, c'est quoi tes forces? C'est quoi les éléments de ta personnalité qui font que les gens accrochent avec toi, etc. Et de l'autre côté, bah, c'est forcément souvent, c'est quoi, pour qui tu fais ça? Et en fait, en vrai, si tu te concentres sur ces éléments-là quand tu as une entreprise, assez souvent, ben, ça avance en fait. C'est ça. Parce que tu passes pas ton temps à te faire des torticolis, à aller regarder ce qui se passe derrière, sur les côtés, etc. Et même si tu es au fait de ton marché, etc., mais tu vois, tu sais où tu vas en fait. Et je pense que ça, c'est super important parce que on parle beaucoup de concurrence, on parle beaucoup de... Mais en soi, c'est pas la barrière la plus grave quand on fait les choses et quand on avance, on se rend compte que en réalité, c'est pas la barrière, c'est pas la réelle barrière en fait. Non, je suis d'accord. La réelle barrière, en fait, c'est celle qui fait qu'on va se comparer parce qu'on Ouais, nous a exact. éduqués, la société, nos parents, etc. Hein. Nos parents, d'ailleurs, avec les moyens qu'ils avaient de conscientisation au moment T. Mais clairement, c'est toujours se comparer. Les notes à l'école, c'est un système de comparaison. Je suis désolée. Et oui, en fait, bien sûr. voilà, moi, par exemple, mes élèves, tu sais, de mon programme de closing, elles ont une mission. Et on a un canal où on partage en fait qui a closé aujourd'hui, qui a fait quoi, etc. Et il y en a qui me disent en coaching, oui, mais moi quand je vois les autres closer et que moi aujourd'hui j'ai pas closé, par exemple, bah, j'ai le cœur qui s'accélère. Je dis, c'est parce que t'es dans la comparaison en fait. T'es en train de te comparer, mais elle, c'est elle, mais tu sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle a travaillé. Concentre-toi sur toi. Et en fait, je pense que ça, dans l'entrepreneuriat,
et particulièrement dans l'univers digital qu'est le nôtre et les réseaux sociaux, il faut nous concentrer sur nous. Parce que déjà, soit tu perds ton temps à scroller sur les réseaux, à regarder ce que les autres font. Exactement. Oh, elle a fait ça. Oh, ça y est, elle a fait ça. Et elle a fait ça. Et moi, je suis comme si, oh, je suis trop nulle. Je suis pas passée à l'action. Putain, j'ai loupé le coche. Mais en fait, non, en fait, il est jamais trop tard. Parce que toi, c'est ce que tu as à partager au moment T qui te correspond à toi. Et fais-toi plaisir, reste concentré sur toi, fais les choses qui sont importantes pour toi et ça avancera à ton rythme. Et le truc, c'est que quand tu avances à ton rythme et que tu t'arrêtes pas, bah, au bout d'un moment, tu regardes dans ton rétroviseur et tu waouh! Ouais. Tout ça, déjà, c'est passé vite. Exactement. Il y en a eu des kilomètres de parcourus. Top. Je suis super contente parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs et de partages qui sont à la fois complètement différents et en même temps très ressemblants. C'était un super moment, Audrey. Merci infiniment. Ça fait un sacré moment qu'on papote, mais je pense qu'il y aura moyen d'en faire c'est ce que j'ai dit avec la première invitée. Je pense qu'il y aura un moyen d'en faire une deuxième édition. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose, dire quelque chose aujourd'hui pour finir cette interview? Moi, comme je te l'ai dit, cette interview pour moi, c'est pour que les femmes osent. Peu importe, c'est pas forcément entreprendre. Mais quelque chose qu'elles ont besoin de faire pour changer un truc dans leur vie, mais qu'elles osent pas. Toi et moi, on est des femmes, on a osé et on ose au quotidien, chaque jour, on l'a dit. Et ça apporte des changements qui petit à petit impactent nos vies et autour. Pourtant, on n'était pas forcément prêtes. Et on a démarré parfaitement imparfaite et on est toujours parfaitement imparfaite d'ailleurs, du coup. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour, j'ai envie de te dire, clôturer cette interview et impacter des femmes qui se posent encore des questions sur le j'y vais pas, je réfléchis trop, je cogite trop. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Je vais dire un truc que je me dis en ce moment pas mal. Eh bien. Je vais partager un truc je me dis pas mal. C'est de pas avoir peur de ressentir, en fait. De pas avoir peur de vivre ce qui va peut-être arriver, on ne sait pas. Notre cerveau est souvent pas souvent un super prédicteur de choses. Il invente beaucoup. Donc, je dirais, ayez pas peur de ressentir les choses. Et en fait, on apprend tellement dans le vrai, dans le réel, en fait, 10 fois plus vite que tous les scénarios qu'on se met dans sa tête pour éviter de ressentir l'échec, pour éviter de ressentir la déception, je sais pas, la trahison, voilà, toutes ces choses-là. Le seul conseil là que je donnerais, c'est juste ayez pas peur de ressentir et vivez le truc. Et en fait, il y aura toujours une leçon de ça, en fait. Et on ressort tellement, en fait, grandi de ce type d'expérience-là. Et en plus, on vit des choses. Et je pense que c'est un peu en tout cas, moi, c'est un peu ma vision de la beauté et du sens de la vie. C'est d'expérimenter des choses au quotidien. Donc, voilà. Ça serait vraiment pour moi le mot de la fin. C'est, voilà. Ayez pas peur de ressentir. J'ai peur de vendre l'offre et que personne m'achète. En fait, si personne n'achète, tu vas réajuster. C'est tout. C'est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu réajusteras, tu chercheras à comprendre ton marché, ce qui se passe. Exactement. Ouais, effectivement, aujourd'hui, les gens mentalisent trop et n'écoutent pas assez leur cœur parce que quand on écoute son cœur, ça fait bisounours, tu comprends. Donc, c'est tellement plus pragmatique et rationnel d'écouter son cerveau, mais le cerveau, il mentalise et effectivement, il n'est pas forcément le meilleur conseiller parce que le cerveau est un cerveau reptilien, le cerveau humain. Et que, au contraire, il va tout faire pour te protéger, pour protéger la survie, la reproduction, si on part sur le côté vraiment scientifique. Or, un être humain, c'est une personne qui a besoin de vibrer, d'expérimenter, de se planter, de recommencer. Et tout ça, ça se fait avec son cœur, avec ses tripes, avec son âme et pas forcément avec son cerveau. Bon, si, on a quand même besoin d'un peu de neurones, hein, un minimum. On en a, hein. On en a, voilà. Promis, promis juré, ils sont là. Des fois, ils prennent un peu de temps à démarrer. Hein, bon vieux diesel pour ma part, mais une fois qu'ils ont connecté et que le cœur est connecté avec, il se passe de très belles choses. Moi, je voudrais finir en vous disant, vous serez jamais prête. Moi, j'aime bien comparer à quelque chose. Bon, toi, tu ne l'es pas encore, Audrey, mais moi, j'aime bien comparer ça à la maternité. Personne ne nous prépare à la maternité. Personne ne nous prépare à la parentalité. Et quand on y assure, en fait. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Avec les moyens de conscientisation qu'on a au moment T,
on assure, on se réajuste, on grandit ensemble. Moi, pour ma part, je sais que j'ai beaucoup grandi aux côtés de mes enfants. Ouais. Et tout comme je grandis, je sais pas si tu valides ça, mais tu grandis aux côtés de ta communauté. Parce que tu te réajustes pour leur apporter sans cesse. J'aime beaucoup comment tu dis les choses. Moi, je me demande toujours comment je sers ma communauté. Mais c'est ça, en fait. Quand tu vois que qu'il te manque des choses, hop, tu vas redévelopper des trucs pour leur réapporter quelque chose. Et donc, tu les aides à grandir et tu continues de grandir. Et c'est ça la magie de l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi. Voilà. Je partage totalement. Super, Audrey, merci. Très belle rencontre. Alors, si vous voulez retrouver Audrey, je mettrai les liens dans les descriptions donc de son compte Instagram et de comment la contacter, bien évidemment. J'espère que vous avez aimé cet échange, cette interview Femmes d'impact. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous, partagez, faites voyager parce que je suis sûre qu'il y a plein de femmes ou d'êtres humains, des hommes aussi, qui ont besoin de comprendre cet impact. Oui, il est possible que des femmes inspirent des hommes. Ça existe, je vous promets, ça existe. On ne fait pas qu'inspirer nos homologues féminines. Audrey, merci infiniment et puis à très bientôt. Je te fais plein de gros bisous. Merci à toi. Et on se tient au courant. Bye bye. Merci, bye bye.